beaucoup, On coupe, Jacob, on coupe pour, le pour micro, hein, vaut mieux couper le micro. l'introduction. Oui, et puis merci aussi d'avoir un peu résumé mon propos de la dernière fois. J'espère que peut-être que je vais de nouveau rester sur le point parce que de nouveau, ça va. Voilà, c'est peut-être, voilà, mais c'est aussi plutôt une invitation à, voilà, à réfléchir ensemble et puis plutôt peut-être le plaisir de partager ce texte que j'ai passé du temps à traduire et enfin quelques extraits de ce texte que j'ai passé du temps à traduire et que je trouve particulièrement puissant. Euh, et bon, alors je pense que c'est finalement assez un peu très complémentaire hein, par rapport à ce que j'ai pu dire il y a déjà quelques semaines. C'est une approche un peu de la même thématique, mais avec des références et peut-être de manière un petit peu plus directe quand même. Donc je vais partir de la publication chez Wild Project, donc l'autre, le concurrent de Dehors, hein. C'est-à-dire enfin, le principal, disons, dans les nouvelles maisons d'édition, enfin les maisons d'édition assez jeunes, récentes, qui sont actives dans la thématique écologique. C'est notamment effectivement Wild Project basé à Marseille qui est très active également, donc Dehors qui va publier cette traduction de David Abraham. D'ailleurs, bon, entre parenthèses, Dehors, le dernier ouvrage publié par Dehors, c'est ce très beau livre de Gérald Hess, de philosophe à Lausanne, Conscience cosmique pour une écologie en première personne. Ça vient juste de sortir il y a quelques semaines. Et je ne l'ai pas encore bien découvert, mais c'est aussi un fan de David Abraham et il le cite beaucoup dans son livre. Alors, mon point de départ, c'était ce livre-là, plutôt, publié donc aussi très récemment, l'année dernière, chez Wild Project, donc Éco-psychologie, le soin de l'âme et de la terre. C'est un livre collectif, en fait, c'est la traduction d'un livre collectif qui date, lui, de 1995, édité par Theodore Roszak, Mary Gomez et Alan Kanner, sous le titre Eco-Psychology, Restoring the Earth, Healing the Mind. Et c'est un peu l'ouvrage fondateur de ce courant, pas vraiment très structuré, hein, qu'on peut appeler l'éco-psychologie, donc qui s'appelle lui-même éco-psychologie. Juste entre parenthèses, donc le soin de l'âme et de la terre, c'est pas, ça traduit âme, traduit mind, ce qui est évidemment un peu contestable. Mais bon, il est question de mind quand on parle de psychologie mentale. Alors, une des idées de l'éco-psychologie, assez simple, hein, est de considérer le cabinet du psychothérapeute ou de la psychothérapeute euh, à, à l'instar du laboratoire scientifique, à savoir que les pathologies du sujet humain ne devraient pas être considérées hors contexte. Donc il y a une critique, disons, des méthodologies scientifiques qui est sous-jacente pour plutôt, enfin voilà, qui est faite et qui est transposée au contexte de la psychothérapie. C'est-à-dire prendre le psychisme humain non pas comme une unité extraite de son contexte, mais de traiter ça dans le tissu, en tenant compte du tissu de relations à la fois interhumaine, mais aussi avec les non-humains dans lesquels se trouve le sujet. On peut citer un passage de l'introduction d'un psychothérapeute qui s'appelle James Hillman, qui a un article aussi dans l'ouvrage. Il écrit, que j'ai traduit moi-même, hein, l'idée d'une convergence entre psychologie des profondeurs et écologie. Donc, psychologie des profondeurs, c'est un terme générique hein, pour parler de toutes les, en allemand, Tiefenpsychologie, hein, donc c'est le terme qu'utilisait Freud hein, aussi pour signaler, ou psychodynamie, enfin, c'est l'idée qu'il y a des couches du psychisme et qu'il faut tenir compte aussi des couches inconscientes. Donc, bref, l'idée d'une convergence entre psychologie des profondeurs et écologie revient à dire que pour comprendre les maux de l'âme de nos jours, nous devons nous tourner vers les maux du monde, sa souffrance.
La déconstruction la plus radicale du sujet consisterait aujourd'hui à replacer le sujet à nouveau dans le monde, à remettre le sujet en relation avec le monde. Une idée relativement simple et assez claire, et puis une critique de cette idée d'une déconstruction radicale du sujet. Au contraire, ce dont il s'agit, c'est pas justement en ouvrant le sujet au monde, c'est de le remettre en contexte, le remettre en relation. Donc voilà, à travers cette formulation plutôt générale, on a l'idée centrale que l'intériorité ou le psychique réside non pas justement dans un intérieur, mais dans essentiellement l'interaction avec le milieu. Que l'intérieur, ce qui était traditionnellement l'intérieur au sens du psychique, consiste essentiellement dans l'espace entre. Par conséquent, la préservation et même la célébration du milieu, euh, donc enfin, de l'environnement, ou enfin, on peut toujours se disputer sur le meilleur terme. Milieu, c'est pas mal, je trouve, le terme assez neutre pour parler de, de tout ce dont nous dépendons pour notre vie. Donc la préservation et la célébration du milieu sont importants pour ce qu'on appelle justement la santé mentale. Il s'agit d'envisager le sujet humain à partir de sa relation d'appartenance, et on peut, pour reprendre le, le terme développé beaucoup ces dernières années par Renaud Barbaras, sur un plan plus métaphysique. Euh, Ainsi, et là je vais citer bah, justement Gérald Hess dans ce livre que je brandissais juste tout à l'heure. Il a un passage qui introduit un petit peu, qui discute un petit peu l'éco-psychologie. Et, Gérald Hess évoque l'idée chez Théodore Roszak, donc un des protagonistes de ce courant, l'idée que l'inconscient écologique essentiellement retrouve la matérialité du corps, même s'il n'y a pas d'explicitation de ce en quoi consiste le corps chez Théodore Roszak. Le corps, avec tout ce dont il procède, hein, son infrastructure biologique, ce dont il dépend, ce qu'il métabolise pour vivre, etc. Tout ce avec quoi il interagit est constitutif de l'inconscient. Ainsi, Theodore Roszak pose aussi l'existence d'une agentivité des acteurs du milieu et il soutient explicitement une position animiste en reconnaissant des subjectivités non humaines. Conséquence formulée par Hillman dans l'introduction à ce petit livre, le monde entier, je cite, devient notre cabinet de consultation, notre boîte de pétri. Euh, dans le même volume, donc toujours donc celui-ci, hein, on trouve aussi un texte qui résume les conceptions de Théodore Roszak, Roszak, qui s'intitule Où Psyché rencontre Gaïa. Euh, Théodore Roszak, c'est aussi l'auteur euh, principalement d'un livre, alors dont le titre m'échappe à l'instant, si ça s'appelle The Voice of the Earth, qui, selon une note en bas de page de ce livre-là, est en passe d'être traduit aussi par Wild Project, qui devrait être publié cette année. C'est un livre aussi des années 90. Et donc Théodore Roszak, je vais juste focaliser sur trois aspects où il touche un petit peu aux enjeux psychologiques. Il relève l'ignorance, enfin, dans les motivations de l'éco-psychologie, il relève l'ignorance, au fond, ou la négligence par les écologues et les écologistes militants ou scientifiques, en général, hein, de la dimension affective et psychique du comportement humain, et réciproquement, l'ignorance par le monde psychique, pardon, le monde psychologique, hein, par les psys, en général, du monde non humain ou plus qu'humain. On relève notamment chez Freud une sorte en général, ouais, une ignorance complète du rôle et de l'importance et de la gentilité des acteurs non humains. C'est vrai que chez Freud, on est quand même principalement dans un monde exclusivement humain. Euh, En plus de la conviction que la préservation, euh, ou au-delà de la conviction que la préservation de l'environnement passe par la réforme de l'activité, pardon, je me reprends, désolé,
Alors, au-delà de la conviction que la préservation de l'environnement passe par la réforme de l'affectivité humaine, donc la réforme des- nos hiérarchies de préférence, nos anxiétés consommatrices, nos addictions, tout ça, disons que nos comportements prédateurs de l'environnement sont souvent basés sur une certaine structure affective, euh, plus ou moins, euh, qui est plus ou moins, disons, conforme à ce que l'environnement peut produire. Au-delà de ça, il y a aussi la conviction que notre psychisme, notre inconscient, est dépendant du milieu autant que notre organisme l'est des ressources alimentaires du milieu. Ainsi, Isaac se réfère aux guérisseurs traditionnels qui euh, aussi dans les peuples traditionnels. Euh, et puis, il cite un moment euh, Freud, notamment, il cite Freud dans un passage de Malaise dans la civilisation où Freud évoque un procédé qui nous permet de distinguer l'interne et l'externe. Donc, où Freud pose un petit peu l'idée que la scientificité de la psychanalyse est liée, au fond, à la séparation de l'individu et de son milieu, et qu'il appelle ça le principe de réalité. Donc, euh, et, et, euh, et donc, il critique évidemment cette phrase de Freud, mais ensuite, il cite un autre passage de Freud pour dire que finalement, c'est plus compliqué que ça, et que on peut aussi, voilà, qu'il y a une sorte de soupçon chez Freud euh, qu'il faut tenir compte de l'environnement. Alors, j'ai pas. Voilà, par exemple, alors je vous cite un passage un peu plus loin pour nuancer un petit peu cette critique. À un moment donné de ses ruminations théoriques, Freud admit, avec le stoïcisme tristement candide qui colorait toute sa pensée, que, alors, Prozac cite Freud, hein, citation donc de Malaise dans la civilisation du début du livre, notre sentiment actuel du moi n'est rien de plus que le résidu, pour ainsi dire rétréci, d'un sentiment d'une étendue bien plus vaste, si vaste qu'il embrassait tout et qui correspondait à une union plus intime du moi avec son milieu. Euh, Fin de citation. Alors, je ne vais pas aller vérifier exactement cette citation, mais en tout cas, Rosac montre que, enfin, et commente en disant que c'est une concession intéressante. On pourrait la considérer comme l'origine lointaine de l'éco-psychologie, définie comme le refus de se contenter d'un tel résidu rétréci. Donc, si le moi, euh, notre sentiment actuel du moi, comme séparé avec une intériorité, etc., n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est un résidu lointain euh, d'un, d'une époque, en fait, ou d'un moment plus, plus ancien et plus profond, où il y avait une union plus intime du moi avec son milieu. Euh, alors, euh, alors ça induit une discussion. Chez dans ce courant éco-psychologique, il y a plusieurs, d'après ce que j'ai compris, hein, je suis loin d'être un spécialiste, hein, je juste trempé un orteil dedans ces derniers temps. Euh, il y a quelques-uns, notamment ce James Hillman qui a écrit l'introduction du recueil, qui est plutôt d'obédience jungienne, hein. Donc, on comprend que Jung, hein, avec comment dire, son amour de la mythologie et puis l'idée d'un ancrage historique et immémorial des archétypes soit assez séduisant pour ce type d'approche. Mais ce n'est pas le cas de Théodore Rosac, qui plutôt se contente, en fait, en quelque sorte, de supposer ou de poser l'idée d'un inconscient écologique qu'il introduit justement dans son livre. Alors, dans le recueil Éco-psychologie, il le mentionne en passant, sans le décrire, sans en dire quoi que ce soit. Euh, euh, il parle donc son gros livre, donc The Voice of the Earth, parle d'un inconscient collectif qui, je cite, à son niveau le plus profond, abrite l'intelligence écologique de notre espèce, la source d'où notre culture se déploie en tant que self-conscious reflection de la nature
en tant qu'elle est un esprit en émergence constante. Manière un peu pas très super claire, un peu emmêlée quand même, de dire quelque chose comme voilà, la conviction qu'il y a une nature qui laisse en permanence émerger de l'esprit, qui laisse émerger en permanence du sens et qui est un petit peu cette couche sous-jacente à laquelle nous puisons. Évidemment, nous ne pouvons pas être conscients de l'ensemble de cette émergence constante. Donc c'est très compatible avec les idées aussi que Merleau-Ponty développe un petit peu dans le visible et l'invisible, hein, cette idée comment il parle déjà d'une déflagration continue, n'est-ce pas? Vous avez ces images-là chez Merleau-Ponty dans les notes de travail du visible et l'invisible, une déflagration continue. Euh, mais voilà, dans ce livre de Rosac, il y a juste, c'est juste à la fin d'un chapitre où il introduit ça, mais sans vraiment le discuter. Alors pour le coup, si Jacob était un peu sur sa faim la dernière fois quand j'ai parlé, moi j'étais très, très sur ma faim quand j'ai lu ce passage du livre de Rosac, parce que voilà, il ne le développe pas du tout. Alors, on peut. Bon, je pense que c'est comme, je pense que c'est vraiment, ça devrait vraiment être considéré comme un programme ou l'amorce d'un programme de recherche, vraiment cette question-là d'une jonction ou d'une connexion entre l'inconscient conçu comme euh, rattaché à l'individu et l'inconscient conçu du point de vue d'une émergence constante du sens dans la chair du monde. Euh, voilà, on peut pas dire directement que c'est la même chose, mais en même temps, l'un puise à l'autre, et puis il y a une connexion profonde. Donc c'est je pense que ça reste quand même assez largement à décrire. Puis bon, bah, l'idée que j'avais pour ce soir, c'était de lire justement certains passages du chapitre de ce chapitre sur de Becoming Animal pour voir voilà comment on peut un petit peu décrire cette connexion. Non, mais avant d'un là, j'y arrive très bien, hein, mais on va juste dire deux, trois petites choses encore en, en introduction, et notamment évoquer un autre un texte tout récent qui de Sylvia Lippi et de Patrice Maniglier, euh, publié dans ce volume collectif-là, qui est paru, je crois, l'an dernier ou en 22, je ne sais plus. Non, non, août 23, là, c'est aussi tout frais. C'est de Livio Boni et Sophie Mendelssohn, Psychanalyse du reste du monde. Donc, c'est un très gros ouvrage qui décrit un petit peu la situation de la psychanalyse euh, dans toute une série de terrains différents. Alors, il y a pour vous donner une idée, il y a l'essor singulier du freudisme dans l'Inde coloniale, Calcutta 2147. Il y a Mexique, la psychanalyse après la Révolution dans les années 20. Il y a la rencontre entre Breton et Césaire dans les Antilles françaises. Il y a Madagascar 47. Il y a Frantz Fanon avant et après la guerre d'Algérie. Il y a psychanalyse et anthropologie en Afrique occidentale. Il y a la psychanalyse dans le monde arabe contemporain, etc. Et Afrique du Sud, 1994, psychanalyse apartheid et réconciliation nationale. Il y a le Brésil, terre d'hybridation psychanalytique. Voilà, voilà. Bon, je ne fais pas toute la table des matières, mais c'est vraiment un livre passionnant et extraordinaire dans voilà, cette idée d'économiser un petit peu les terrains intellectuels. Et alors, un peu au milieu de tout ça, il y a vraiment un texte très inspirant de Sylvia Lippi et Patrice Maniglier qui s'intitule L'inconscient dans l'œil du chaman, le tournant ontologique en psychanalyse. Alors, tournant ontologique, c'est dans le même sens qu'il y a un tournant ontologique en anthropologie. C'est c'est le même tournant ontologique, hein, puis on préfère beaucoup aux travaux de Eduardo Viveros de Castro. Euh, euh, voilà, avec notamment une discussion critique de la conception freudienne du rêve à partir des conceptions indigènes du rêve. Euh, voilà, mais je ne veux pas rentrer dans le détail
de cet article, en gros, qui pose un petit peu la question qu'est-ce que la psychanalyse peut faire de l'animisme ou du chamanisme. Euh, euh, alors, par exemple, ils disent ceci, c'est en toute orthodoxie freudienne qu'on peut dire que dans le fil d'une cure psychanalytique, on ne rencontre jamais que des agents, tout autant que dans une cure animiste. Hmm. Dans une, donc, tout ce qu'on rencontre, tout ce qui est significatif dans le récit d'une cure analytique, c'est des agents, que ce soit des objets, hein, des objets plus ou moins transitionnels ou autres. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est des agents tout autant que dans une cure animiste, et qu'on ne fait jamais que négocier des relations entre ces agents, autrement dit des interactions. Donc loin d'avoir vidé le monde de toutes ces entités qu'on croyait réelles en les réduisant à de simples figurants au sein de fantasmes que le sujet projetterait sur le monde, la psychanalyse a formidablement enrichi ce monde. Hein, donc il y a un peu elle a montré que les saints étaient des entités bien plus actives que les femmes qui les portent, que les étrons pouvaient être des puissances intraitables et non de simples résidus biologiques, qu'une pauvre pierre sur le bord d'un chemin pouvait paralyser un brave homme dans la force de l'âge, que les voix, les regards, les mots vivent une vie détachée des corps qui les émettent, que les pénis se baladent dangereusement de ci, de là sans qu'on puisse les considérer comme des propriétés acquises de qui que ce soit, et etc., etc. Bon, c'est assez joliment écrit et ça suggère que, très clairement, que ben, justement, les conceptions ou les modes de pensée ou disons, la philosophie ou la cosmologie animiste convient peut-être mieux que le rationalisme confessé par Freud hein, pour rendre compte de ce dont il parlait. Et il souligne, ce que je voulais surtout souligner par rapport à cet article, c'est un petit peu plus loin dans le texte, de toute façon on est plutôt vers la fin de l'article, euh, c'est justement sur cette dimension relationnelle de l'inconscient qui me préoccupe beaucoup, hein, comme vous le savez. Euh, donc enfin, soutenir l'idée que l'inconscient a essentiellement une dimension relationnelle plutôt que une intériorité mentale. Elles écrivent ceci, Sylvia et Patrice. S'il faut résister à réduire l'inconscient à une intériorité mentale, ce n'est donc pas seulement parce que la réalité vécue comme objective ou extérieure ne peut valoir d'un point de vue psychanalytique qu'à condition d'avoir une certaine fonction libidinale au sein d'une réalité psychique dont personne ne sort jamais, mais c'est aussi, il y a la valeur libidinale de toute réalité psychique qui fait que c'est, donc, qui dit libidinal, dit évidemment relationnel, hein, puisque la libido, c'est désirer quelque chose. Euh, Pensons que ça, cette chose soit forcément déterminée, mais ça, c'est une autre affaire. Euh, c'est aussi, donc s'il faut résister à réduire l'inconscient à une antériorité, à une intériorité mental, résister à cela, c'est aussi parce que l'inconscient est relationnel et même plus précisément interactionnel. La réalité psychique de Freud n'est pas seulement faite de fantasmes, mais aussi d'une multiplicité de pulsions au sein de laquelle le moi peut finir par se former. Voilà, il ne faut omettre aucun de ces deux éléments si on veut comprendre le concept freudien de réalité psychique, réalité du fantasme d'un côté, réalité de la pulsion de l'autre, comme deux faces des dynamiques issues du trou chromatique. Euh, voilà. Et puis, je termine le passage en disant remettre la psychanalyse sur le plan cosmologique euh, des thérapies animistes permet de la remettre tout simplement là où elle agit, deux points, dehors. Bon, voilà, c'était pas pour parler de mon éditeur de nouveau, mais c'est euh, assez clairement exprimé, je trouve. Surtout du point de vue d'une psychanalyste qui reste d'obédience lacanienne. Euh, voilà, donc au fond, voilà, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est
quelques indications et puis quelques éléments pour démarrer en quelque sorte ou pour poursuivre quand même ce programme de travail et voir en quoi consiste en quoi comment penser, comment délimiter, comment configurer cet inconscient qui inclut comme dit David Abrams, le monde plus qu'humain, le more than human world. Et bon, alors je me suis dit que ça serait intéressant de démarrer directement avec le chapitre qui est un peu au milieu du livre, en fait, qui s'intitule Humeur. Et là, je vais partager l'écran euh, pour qu'on ait le texte sous les yeux. Alors peut-être juste vous montrer la table des matières pour vous donner une idée de... euh, voilà. Alors, vous avez une progression du plus concret au plus, comment dire, un peu plus métaphysique. Donc, ça commence par une phénoménologie de l'ombre, par la question de l'habiter, par un travail sur la matérialité. Et puis, les deux chapitres, réciprocité et profondeur, c'est vraiment, pour ceux qui connaissent un peu Merleau-Ponty, c'est vraiment très comme un développement des idées merleau-pontiennes. Euh, Plutôt que de rester sur je touche une table et puis la table me touche, c'est aussi je suis debout, pieds nus dans mon jardin et je sens le sol, mais le sol presse contre mes pieds. Donc il y a comment comprendre cette interaction entre mon corps et, euh, et la terre. Et puis voilà, les deux chapitres ici, donc esprit et humeur, donc c'est mind et mood, donc le mind, c'est l'esprit, c'est un chapitre plus presque un peu d'histoire de la philosophie, mais qui aboutit à l'idée que justement l'esprit, le mind, c'est pas une intériorité humaine, chacun dans sa bulle, mais c'est plutôt une intériorité de l'esprit de la Terre à laquelle nous appartenons chacun. Et puis le chapitre humeur développe ça sur un plan plus affectif. Puis par la suite, donc ces deux chapitres ici sur The Speech of Things et puis The Discourse of the Birds, c'est vraiment plus sur l'origine du langage à partir de notre réception des modes de communication des animaux, par exemple des lions de mer ou des oiseaux. On a les trois derniers chapitres nous introduisent un peu plus aux techniques chamaniques d'interaction avec des animaux, notamment on suit beaucoup la rencontre qu'il avait faite avec un chaman népalais dans une vallée reculée de l'Himalaya. Voilà pour vous donner une vague idée, une rapide idée de un petit peu de quoi ça parle. Alors là, je me transpose directement dans, dans le chapitre Mind, esprit, vers la fin du chapitre où je vous lis juste ce paragraphe et vous verrez un petit peu comment il argumente juste. Alors, euh, alors, je vais peut-être juste prendre le... Il y a clairement quelque chose dans la psyché qui nous excède et submerge tous nos savoirs, qui annule la notion d'esprit comme un espace autonome à l'intérieur de la tête. Certes, je sentais encore que l'esprit avait une qualité intérieure, mais mes rencontres avec d'autres styles de sensibilité, donc notamment, oui, ce qui précède là, c'est toute une rencontre avec un cerf dans une forêt euh, qui l'avait approché, puis qui d'un coup avait disparu. Et il n'a pas trop compris comment. Il y a cette expérience d'une apparition-disparition d'un animal dans la forêt qui, euh, qui est commentée ici. Euh, Mes rencontres avec, et donc c'est aussi cette idée justement que voilà, ma sensibilité d'humain, ma capacité de sentir d'humain, elle est une capacité de sentir parmi toutes sortes d'autres capacités de sentir, celle des cerfs, des coyotes, euh, du fleuve, enfin bref, toutes sortes d'acteurs justement dans la nature. Donc, elles affaiblissaient, ces rencontres avec d'autres styles de sensibilité, affaiblissaient ma conception de mon propre esprit
comme une zone de réflexion privée remuant des souvenirs d'enfance en sommeil depuis longtemps et ramenant des traces évanescentes d'une intimité oubliée entre ma conscience et la terre élémentale. The Elemental Earth, hein. J'ai traduit littéralement élémental. Bon, je ne sais pas si. Je pense que c'était. J'ai pu me permettre, quoi. Comme si le bond et la disparition d'un cerf dans la forêt n'étaient pas seulement des métaphores, mais des parties de la constitution même de l'esprit, de sa structure et de son architecture réelle. C'était alors qu'une simple pensée a fondu sur ma conscience, non pas comme la foudre, mais plutôt comme une pluie douce qui se met à tomber autour de moi, qui mouille ma tête et ma poitrine, qui arrose le sol et fait monter ses senteurs mélangées à mes narines. Et si l'esprit n'était pas à nous, mais à la terre? Et si l'esprit, bien compris, n'était pas une propriété spéciale de l'humanité, mais plutôt la propriété de la terre elle-même, une puissance dans laquelle nous sommes immergés par notre chair? Euh, bon, voilà, si on peut rapprocher ça, si vous voulez, aussi de l'hypothèse Gaïa, hein, mais c'est pas mystique, c'est juste qu'il y a une sorte de euh, grand ensemble d'écosystèmes global, notamment avec la circulation de l'air, où l'oxygène sécrété par les végétaux, respiré par les animaux et par nous-mêmes, et puis toute cet air qui circule et l'ensemble de toutes ces interactions qui laissent émerger justement des acteurs comme nous, et que si on a le sentiment d'avoir des pensées à nous, c'est que nous sommes déjà dedans, dans une intimité avec la Terre d'où nous procédons. Je trouve assez, voilà, enfin c'est un peu l'idée qui se développe là. Je ne vais peut-être pas lire tout le passage, je voulais vraiment. Bon, ça va peut-être pas vous convaincre comme ça directement, mais en tout cas, le reste du chapitre développe ça de manière assez bien, assez belle. Vous voyez, par exemple, il parle d'une vivacité qu'il sent quand il repart dans sa randonnée. Elle ne me paraissait pas plus mienne que celle de la vallée, elle paraissait une capacité du pays lui-même transmise à mon corps. Tout comme la vie qui pulsait dans ma poitrine et coulait dans mes veines était alimentée par l'air de la montagne de cet endroit, par l'atmosphère calme ou tempétueuse qui nous entoure où que nous soyons et qui nous imbibe continuellement depuis notre naissance. La conscience n'est-elle pas elle aussi une sorte de médium ou d'atmosphère, une capacité qui fleurit en nous, qui enfle et s'affaisse seulement parce que nous en sommes pénétrés, enveloppés, imprégnés? Ne sommes-nous pas nés dans l'esprit comme dans une couche invue, alors unseen, hein, moi j'ai traduit, transposé un peu littéralement plutôt que de dire invisible, unseen, de la Terre, nous ouvrant graduellement à la nourriture de ce médium, nous adaptant à ses rythmes lunaires et nous alignant avec sa manière de luire et de chanter chez notre espèce particulière. Donc voilà, vous voyez un peu cette idée-là voilà, je pense qu'il y a un peu une manière de rendre compte de manière assez basique hein, de, d'une cosmologie animiste. Voilà, donc la conscience ou l'esprit est semblable à un médium dans lequel nous sommes situés et dont nous ne saurions nous extirper sans cesser d'exister. Euh, voilà. Il n'y a pas de... Encore une fois, chez David Abraham, il n'y a aucun discours sur l'inconscient. Il ne connaît pas du tout la psychanalyse, mais manifestement, tout ça, cette sorte de... Voilà, les mouvements de la chair du monde sont évidemment pas, peuvent pas être tous conscients. C'est logique, hein. Puis on va voir tout à l'heure un peu plus sur le plan psychique comment ça se passe. Euh, ah oui, je voulais penser. Cette idée du mind comme extérieur, je l'ai trouvé aussi dans la lecture que fait Edward Casey, le phénoménologue américain, dans son dernier livre, hein, Turning Emotion Inside Out. C'est marrant, j'évoque vraiment que des textes, enfin, sauf le éco-psychologie, mais des textes tout récents, euh, où Ed Casey écrit que Freud ne subjectifie pas l'émotion, mais la désubjectifie radicalement en montrant les déterminants inconscients et les processus par lesquels l'émotion émerge.
hors du contrôle volontaire de tout sujet conscient. Donc, enfin, c'est un chapitre de ce livre sur, sur Freud. Voilà, donc c'est aussi, voilà, pour, bon, juste un peu poser tout ça encore plus. Alors, donc, je vais sauter au chapitre sur humeur, qui porte comme sous-titre Écologie de la profondeur, hein. Donc, c'est juste entre parenthèses, euh, pour ceux qui connaissent un peu la pensée écologique du siècle dernier, euh, elle a été marquée fortement par un philosophe norvégien qui s'appelait Arne Næss, qui lui avait posé l'idée d'écologie profonde, deep ecology, par opposition à l'écologie shallow, donc pas profonde, quoi. Je sais pas il n'y a pas d'équivalent français exact de shallow, hein. Vous savez qui est l'eau qui est pas profond, le concert de profond, quoi. Quand, euh, quand on a pied, voilà, et qui était un peu, voilà, une manière plus, enfin, une conception plutôt politique, de dire il faut aller au fond des problèmes, il faut avoir une certaine radicalité dans l'approche des problèmes. Tandis que là, David, lui, il contraste, il dit non, attends, ma conception de l'écologie, c'est pas l'écologie profonde au sens de Ness, c'est l'écologie de la profondeur, c'est-à-dire c'est une écologie qui décrit et qui embrasse et qui tient compte vraiment de la dimension de profondeur dans l'expérience subjective. Parce qu'il y a chez Arne Ness, le sujet, que ce soit animal ou humain, est peu développé. C'est plus, il y a toujours un point de vue extérieur en troisième personne chez, euh, chez Arne Ness. Alors, au début du chapitre, on a une très belle description de ce en quoi consiste le génie des lieux, hein, le genius loci, un un vieux thème, hein, donc la spécificité ou la singularité des lieux. Euh, et en particulier, ce que je trouve particulièrement intéressant, et je pense que ça joue un rôle vraiment aussi sur la question, sur l'aspect psychique. Alors, voilà, par exemple, si je prends juste, euh, donc il décrit la spécificité des lieux par rapport aussi aux acteurs, tous les animaux, insectes, etc., qui peuplent ces différents lieux. Et justement, il joue un rôle dans la construction d'une certaine ambiance, d'une certaine spécificité ambientielle d'un lieu, d'une région, d'une vallée, etc. Parce que chacune de ces communautés, écrit-il ici, hein, fait passer une chimie différente dans l'air qui l'anime, mêlant des senteurs et des phéromones subtils au tambourinement des pics verts et aux teintes de pierres et de feuilles et de plumes qui se font écho à travers ce terrain, hein. Donc à la fois des questions de chimique ou d'odeur, de, de phéromones, etc. Et puis évidemment sonore aussi. Alors que la manière dont ces éléments se mélangent est affectée par la chaleur de midi qui cogne dans certaines régions ou le froid glacé qui durcit le sol dans d'autres. Donc il commence, hein, comme ça avec une description avec des aspects vraiment tout à fait concret et, disons, biologique, voire même limite, disons, mesurable même. Il parle aussi de rythme de rythme de changement et de métamorphose, dilatation, contraction, etc. Donc, comment sont les rythmes vitaux dans ces différents... Et, et voilà, la manière par exemple dont une araignée à face de chat tisse sa toile en spirale devant la lampe du garage chaque printemps, chacun de ces événements structurés, observés tranquillement, déclenche des métamorphoses analogues en moi, hein. Réciprocité, il y a une interaction qui peut se produire. Sans un tel accordage et un tel déclenchement par les entours terrestres, mon corps émotionnel reste bloqué et embrouillé, contraint de parcourir ces transformations nécessaires sans aucune aide du corps plus vaste du lieu, et donc totalement dépassé par rapport à mes voisins humains et non humains. La perception sensible ici est la toile soyeuse qui attache nos systèmes nerveux séparés dans l'écosystème qui nous enveloppe, hein, qui attache, peut-être j'aurais dû dire qui attache nos systèmes nerveux à l'écosystème qui nous enveloppe. Tiens, ça me fait penser, il faudrait peut-être que je donne
cette correction dans le... Je crois que ce serait plus correct. Euh, alors, ce que je trouve euh, particulier, enfin, ce qu'on peut déjà préfigurer hein, par rapport euh, à à ce passage, c'est juste d'abord, c'est l'idée de la résonance, accordage. Je ne sais plus comment c'est. Attends, je vais juste retrouver le terme en anglais pour pas dire de bêtises. Euh, oui, c'est tunement et, et triggering, hein, déclenchement by the earthly surroundings. Euh, c'est je pense vraiment qu'on peut mettre ce passage-là en relation avec euh, ce qui s'est beaucoup développé dans la réflexion psychanalytique, notamment en Allemagne, mais aussi aux États-Unis ces dernières années, sur l'inconscient de résonance, ou dit aussi l'inconscient horizontal. C'est-à-dire ce qui se passe notamment dans l'interaction thérapeutique entre thérapeute et patient en termes de prosodie, d'accordage, de rythme de parole, de tout ce qui est justement infraverbal et qui permet, ou qui facilite ou qui produit même, on pourrait dire, euh, les, euh, euh, les mécanismes transférentiels. Et là, on a quelque chose qui est décrit, enfin des sortes de voilà d'accordage et de résonance, mais pas entre humains seulement, mais aussi entre justement humains et les spécificités d'un lieu. Hein. Et bon, après, il passe sur euh, l'idée que les lieux, les villes, par exemple, les communautés humaines ont aussi une capacité de sentir spécifique. Hein, alors, capacité de sentir, c'est comme ça que j'ai toujours traduit le terme anglais de sentience. Donc, c'est un peu l'équivalent de agency, mais du point de vue de la perception, une capacité de sentir. Euh, et puis, c'est différent. Alors, je saute encore un petit peu et j'arrive à la page euh, un peu plus loin euh, où il montre que justement des changements ou certains aspects importants de l'ambiance de ces différents lieux peuvent justement rester inaperçus ou unseen, non vus, donc on peut voir là quelque chose comme la possibilité de penser une sorte d'inconscient, inconscient du moins par occultation, inconscient par qui est un inconscient qui est produit par les dispositifs techniques, par exemple. Euh, donc il montre ça en faisant la différence entre le voyage à pied et le voyage en voiture. Euh, Hein, même prendre le train de Manhattan à Boston ou simplement marcher d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre à une autre revient à transformer son propre état de conscience. Le voyage à pied rend ces variations le plus évidentes, puisque la topographie change graduellement, que des montagnes cèdent l'espace à des collines, que des contreforts deviennent la plaine, que des accents des commerçants locaux se transforment en parallèle au changement de terrain. La texture de l'air change alors que l'atmosphère humide des hauts plateaux, infusée avec le souffle des caves fraîches et granitiques et les exhalaisons des racines et des aiguilles de pin mêlées, s'ouvre au vent sec qui tournoie à travers les plaines, qui mélange les senteurs des sols labourés avec des soupçons de gaz d'échappement de l'autoroute et, particulièrement fort en certains endroits, l'odeur âcre des engrais chimiques. Et alors voilà, de telles altérations dans l'esprit invu du pays, dans le unseen mind of the land, hein, sont le plus souvent cachées pour ceux qui voyagent en voiture, puisque tous les autres sens que la vue sont tenus à l'écart de la terre sensible, isolés dans une capsule qui fonce sur l'autoroute trop vite pour que même les yeux puissent enregistrer la plupart des changements dans la disposition du visible.
voilà, pourtant, des indices subtils s'insinuent de temps à autre dans l'habitacle, etc., etc. Donc, voilà, il y a, vous voyez, la possibilité de penser une forme de euh, alors, on ne devrait peut-être pas parler de refoulement ici, mais en tout cas d'occultation euh, liée à des dispositifs, disons, disons techniques qui nous occultent une part importante de l'expérience. Euh, ensuite, je vais peut-être sauter directement parce que bon, voilà, il développe tout ça et puis il arrive progressivement à je vais le trouver dans mes textes et il en arrive à décrire justement le mood à la page 118. Je vais descendre encore un peu, puis je vais arriver tranquillement à la conclusion. Euh, Pour notre propre espèce, au moins, il est clair que de tels changements dans le temps qu'il fait ne forcent pas réellement une modification dans nos pensées conscientes, mais plutôt dans le contexte senti, l'arrière-plan somatique dans lequel la pensée se déploie. De notre propre perspective de créature, nous pourrions dire que les changements de météo sont des changements dans la disposition du pays. Les conditions atmosphériques différentes sont précisément des humeurs différentes. Ça, c'est un peu la définition. Puis après, dans le chapitre, on a différentes, voilà, une sorte de tableau comme ça. Euh, alors, ça commence avec torpeur, et puis après, on a lucidité, et puis silence, en fait, stillness, donc silence, immobilité. Et puis, on a le vent, euh, l'orage et, euh, et la pluie. Euh, voilà, vent, orage et pluie. Et ça, c'est les différentes ambiances. Et puis, ce que je voulais vous lire, c'était celui sur sur le silence. Mais je vais peut-être pas le lire en détail parce qu'il est un petit peu long. Donc, la situation est assez simple. Il est, euh, il est censé préparer euh, il est censé préparer une conférence pour 3 jours plus tard. Et puis, l'entreprise d'électricité il envoie un rappel pour la facture euh, et puis menace de couper l'électricité. Et puis, il était censé aussi avoir euh, réco- euh, réparé l'aspirateur. Enfin bref, il est dans une situation de stress fort. Euh, il se sent submergé et il sent, dit-il, un jet d'acide dans son estomac. C'est qu'il est, voilà, il est vraiment sous tension. Et d'un coup, quelque chose, alors je vais peut-être me reporter sur cette page ici. D'un coup, je me tourne vers la fenêtre, je sens mes yeux s'élargir sous la surprise des flocons de neige. Une grande foule de flocons qui tombent en flottant, un rideau de matière blanche en chute lente. Depuis combien de temps? Je reste debout, je regarde quelques instants, etc. Bon. Euh, Après, ben, ça a produit un effet, cette chute de neige. L'urgence et la pression des soucis de la semaine ont quelque peu disparu. Si je tente de me remémorer ces préoccupations, je les retrouve plus, tout simplement derrière le foisonnement de flocons qui tombent lentement. Le passé et le futur se sont dissous, et je suis retenu dans l'éternité blanche d'un instant si beau qu'il fait fondre tous mes maux. Tout le poids s'est levé. Les trajectoires innombrables des flocons qui tombent font croire à mes sens que je flotte, ou plutôt que je m'élève lentement, que le sol lui-même s'élève sous mes pieds, la terre et moi en ascension à travers l'espace. Donc voilà, ça produit un effet sur son sentiment corporel et les pensées qui le préoccupaient sont devenues plus vraiment accessibles. La neige s'empile sur les branches, tombe toute la nuit. Et le lendemain matin, euh, l'enchantement demeure quand je sors et chausse mes skis. Il y a un silence doux partout. Je glisse entre les arbres jusqu'au chemin de terre, etc. Le dentiste attendra et l'entreprise d'électricité recevra son chèque quand les routes seront dégagées. La conférence de jeudi se forme elle-même facilement alors que je glisse sur l'étendue blanche. Mon corps trace son manuscrit sur les pages vierges et pures.
Euh, voilà. Enfin, un épisode extrêmement simple, mais je pense qu'on a un peu tous vécu. En tout cas, moi, je suis assez sensible à ce passage-là parce que moi, c'est vrai que ça, je pense que quand la neige tombe, ça provoque toujours une sorte d'euphorie chez moi et j'aime beaucoup ce passage en particulier. Et alors, à la fin, j'arrive à la conclusion, enfin, la fin. Euh, il, donc, il y a deux, trois pages de conclusion à la fin du chapitre. Euh, et à partir de là, ne sommes-nous pas en train de projeter notre propre état d'esprit intérieur sur le paysage extérieur, etc. C'est une question clé, euh, dit-il. Euh, et dans ce premier paragraphe, finalement, il pose justement cette idée un peu analogue à celle qu'on avait vue tout à l'heure à propos de l'esprit, sur l'idée que voilà, si on utilise toutes sortes de mots qui sont liés justement à l'atmosphère, à l'air et au climat pour désigner justement nos humeurs émotionnelles ou nos sentiments, c'est que peut-être justement c'est des idées qui nous viennent des humeurs et des atmosphères de l'environnement lui-même comme propriété du pays. Hein, c'est un mot important. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai traduit land, hein, le pays. C'est pas au sens de la nation ou du pays délimité par des frontières, mais c'est le pays au sens justement dans ce sens charnel, justement. Euh, et puis, il fait toute une généalogie après enfin, il montre comment, dans les peuples traditionnels et même chez les Grecs anciens, etc., il y avait une espèce d'intimité dans la vision du cosmos. C'est-à-dire que les étoiles n'étaient pas perçues comme étant infiniment lointaines. C'était une enveloppe juste de la Terre et qu'on pouvait très légitimement se sentir enveloppé euh, par, euh, euh, par le ciel, par les étoiles, et que justement, il y a eu un moment dans l'histoire des idées, un moment où ça a explosé dans l'histoire, en tout cas des idées occidentales, et que c'est devenu, à mesure que les étoiles et le ciel ont été projetés dans une distance infinie, en même temps, cette intériorité est devenue une intériorité, a été projetée dans l'intimité, dans l'intériorité psychique. Et l'idée que l'intériorité psychique est euh, ipso facto aussi une occultation de l'environnement dont nous procédons. Euh, et, euh, et voilà, donc ça c'est aussi intéressant parce que c'est une forme de construction d'une sorte d'inconscient, enfin, oui, la production d'une sorte d'inconscient de justement toutes les interactions qui nous forment, qui nous construisent et que nous avons dans la civilisation. En fait. Donc voilà, pour la conception de l'inconscient, on pourrait repartir, me semble-t-il, de cette définition merleau-pontienne de l'inconscient comme sentir lui-même et poser l'idée, la thèse que l'inconscient produit par le refoulement n'est pas fondamentalement différent en nature, hein, que ce qui diffère d'un inconscient comme justement ce qui est de l'ordre du sentir et qui n'est pas forcément remarqué, et l'inconscient de refoulement, ce qui diffère, c'est simplement l'énergie mise à maintenir l'inconscient dans l'ombre. La théorie psychanalytique met l'accent sur les mouvements pulsionnels et leur ancrage biologique, et on peut donc penser qu'il s'agit de mouvements charnels liés à une corporité en deçà de notre maîtrise volontaire. S'agissant de l'inconscient issu du refoulement traumatique, on peut aussi concevoir un trauma comme une violence environnementale à laquelle, donc, que ce soit l'environnement relationnel ou naturel, hein, enfin, dans un sens élargi, à laquelle le sujet ne peut pas faire face. Et alors, le refoulement peut être devrait être conçu, hein, je pense que c'est tout à fait classique, hein, comme défense face à une menace d'effondrement en présence d'un événement destructeur ou d'une extinction discrète d'une espèce, hein, dans toutes les modalités qui existent. Et voilà, mais cette possibilité, justement, implique dans tous les cas le fait fondamental de l'interdépendance. Donc, voilà quelques éléments comme ça sur comment peut-être aider à articuler psychanalyse et pensée écologique. Alors, voilà, j'ai un peu improvisé en Voilà, j'avais pas beaucoup de temps pour préparer ça bien, mais j'espère que
j'ai donné quelques éléments de réflexion et puis j'espère que notre cher président n'est pas trop frustré. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Ouais, écoute, merci. Attends, on se voit plus. Enlève les pages, enlève le partage peut-être qu'on puisse se voir. Oui, oui. Attends. Puis on peut le remettre si vous voulez revoir un extrait du texte, si jamais.